Nous accueillons maintenant Emmanuel Schwarzenberg, qui est PDG de la télévision régionale TLT, Télé Toulouse Télévision. Il a été rédacteur en chef de la page média du Figaro de 1995 à 2005, après avoir été journaliste à François, puis aux Nouvelles Littéraires. Il est producteur et présentateur de La vie des médias sur LCI et TF1. Il a été consultant pour le Nouvel Observateur, animateur du site TV Magazine. Et il est aussi l'auteur de Spéciale Dernière, qui veut la mort de la presse quotidienne. Et son intervention est sur en télévision, les attentes de l'audience et quelles sont les évolutions à venir. En fait, bonjour, merci de cette biographie un peu trop longue et précise. Sinon, oui, la réflexion, enfin, ce qui m'avait été, j'allais dire, commandé, était même un peu plus large, puisqu'il fallait même, il était question même de brosser un tour d'horizon sur le marché télé tel qu'il est aujourd'hui, et notamment en France. Et ça me permet, et la question qu'a posée tout à l'heure cher Siritsky, me permet évidemment d'introduire le sujet, car par rapport au monde numérique tel qu'on vous l'a décrit, notre pays et l'Europe aussi se singularisent par effectivement une série de réglementations, donc, dont vous avez entendu parler à travers l'exception culturelle, et ce cadre réglementaire, ce cadre protecteur réagit évidemment en coque protectrice de toute notre production audiovisuelle et cinématographique française. Bon. Ce cadre étant posé, et c'est ce qui a fait évidemment l'objet d'une rivalité très forte entre la France, là, comme vous l'avez vu, et les États-Unis, c'est qu'évidemment les États-Unis de tout temps, et d'ailleurs la France était d'accord, ont refusé que les télécoms soient inscrites soient exclus du champ et donc avec eux l'Internet soit exclu de négociations de libre-échange, alors que l'exception culturelle a été. Alors maintenant, partant de ça, si on observe ce qui est arrivé dans le marché français, on voit quand même que celui-ci risque d'être un peu chahuté. En ce sens que nous assistons depuis maintenant 2 ans, 3 ans, au développement de la télévision numérique terrestre. Bon, cette télévision numérique terrestre a vu donc l'apparition de 6 nouvelles chaînes. Le programme de ces 6 nouvelles chaînes, comme vous le savez, sont souvent des recyclages ou d'émissions qui sont déjà passées sur les maisons mères, hein, que ce soit sur la chaîne HD1 ou la chaîne W9. Ce sont par exemple Soeur-Thérèse.com, le commissaire Navarro. Ce sont des émissions, des séries qui fonctionnent toujours très bien, mais qui finalement, à part, qui ne se traduisent pas en créativité sur le marché de la production. Mais en même temps, ces chaînes-là prennent des parts de marché aux grandes chaînes généralistes. Ce qui fait qu'on est dans un monde où vous avez des grandes chaînes généralistes dont le chiffre d'affaires est en train de régresser, de l'autre, les chaînes publiques qui devraient continuer qui de toute manière doivent verser aussi un pourcentage, comme vous savez, de leur chiffre d'affaires à la création audiovisuelle, qui sont, elles, pénalisées par la chute du marché publicitaire qui est très forte, et par en plus un budget en récession, et qui vont demander une révision à la baisse de leur chiffre d'affaires. Donc on a ce contexte-là qui n'est pas favorable à la production audiovisuelle. On a de l'autre côté un développement de nouvelles chaînes qui s'implantent sur le marché sans investir davantage d'argent dans la production. Et en même temps, ce marché-là de la TNT risque encore de se développer, puisque, je ne sais pas si vous avez suivi les débats, vous avez bien vu que des chaînes comme Paris Première ou comme LCI sont en train de demander le passage à la gratuité. Le CSA n'est pas vraiment hostile, et, parce que c'est ça de la publicité, et c'est vrai qu'elles ne peuvent pas vivre par abonnement, et la publicité, les recettes publicitaires ne sont plus au niveau. Donc, le danger de voir de nouvelles chaînes payantes de la TNT passer au gratuit est bien réel. Donc, on est dans un contexte général comme ça d'abaissement des marges, et donc peut-être de désinvestissement dans la production audiovisuelle. Alors, on m'avait aussi, je ne sais pas pourquoi, demandé effectivement aussi de refaire un petit
contexte sur les chaînes d'information. C'est vrai que là, notre pays se singularise par le fait qu'il est peut-être le seul au monde qui dispose autant de chaînes d'information, hein, parce que vous avez LCI, Télévision, BFM, la chaîne parlementaire, Public Sénat qui parraine ce festival, Euronews, ça remplit évidemment le paysage audiovisuel, et dans le même temps, vous avez toutes ces chaînes cumulées qui font... elles ont baissé puisqu'il n'y a pas les mêmes événements que l'an dernier, hein, sur le plan politique, il n'y a pas la campagne électorale, mais elles font tout ensemble au moins 3% de part d'audience. Donc vous avez comme ça les grandes chaînes généralistes qui ont un marché en baisse, et puis juste un détail sur l'évolution des chaînes d'information. Tout à l'heure, vous avez vu notre collègue qui faisait allusion à la fameux appareil photo, qu'effectivement on utilise de plus en plus dans la fiction. Un appareil photo qui est quand même un peu difficile d'utilisation sur le plan du son, parce qu'il faut quand même synchroniser le son et l'image, qui effectivement se développe, et mais qui a des cartes de 20 minutes. Donc c'est bien, ça avance, on va dans le bon sens, mais on ne peut pas l'utiliser de façon systématique. Mais par exemple, dans les chaînes info, ce qui a contribué à les révolutionner, c'est l'utilisation de la 3G. C'est vrai que là, le numérique a été quelque chose d'énorme, parce que le direct, avant, il fallait un faisceau, il fallait le payer, il fallait le retenir. Or maintenant, vous pouvez avoir BFM ou ITélé qui vont donner à leurs correspondants en Afrique du Sud la 3G, ce qui fait que tous les jours, vous pourrez, enfin c'est ce qui se passe d'ailleurs, vous pouvez avoir un direct pour connaître l'état d'évolution de Mandela. Donc, vous avez cette fragilisation générale qui est en train de s'installer, mais enfin bon, le cadre est quand même solide, il n'y a pas non plus à désespérer. Et puis, quand après, vous me demandiez quelles étaient les attentes des téléspectateurs, quand on regarde, par exemple, c'est plus simple, parce que là, c'est eux qui choisissent en direct, ce qui se passe quand ils font de la télévision de rattrapage ou quand ils vont charger des vidéos, c'est la fiction qui arrive en tête, hein, avec 31%, suivi devant le divertissement qui doit être à 24%, et ensuite les programmes de flux. C'est-à-dire que les goûts des téléspectateurs vont toujours vers la fiction. Et dans la fiction, il faut quand même savoir, sur les 100 meilleures audiences en France, des émissions, vous avez bien évidemment les experts, bien évidemment mentalistes, mais il y a quand même 70 séries françaises, pas 70 fictions françaises, généralement unitaires, qui se placent dans un très bon score. Donc, il y a quand même cette attente du téléspectateur qui entend quand même privilégier un choix, une fiction française, mais qui risque d'être dérouté, ou en tout cas distrait, par une offre de plus en plus massive et un recyclage de produits, par un éparpillement des produits. Voilà. Alors, sur ce qui se passe ensuite, c'est que la fameuse, quand on disait, oui, je voulais juste vous donner quand même un chiffre aussi, c'est que l'an dernier, il y avait eu 239 millions de vidéos, de programmes télé qui ont été téléchargés. Hein. Ce sont les chiffres de Médiamétrie. Et ce n'est pas un chiffre aussi élevé, bien entendu, que l'audience qu'on peut avoir tous les soirs devant la télévision, mais ce chiffre traduit quand même un nouveau mode de consommation de la part des téléspectateurs. Vous savez, par exemple, aux États-Unis, ils sont 5% maintenant, des foyers américains, à regarder leur programme télévision, la télévision, via leur ordinateur ou via les tablettes. 5%, ça commence à compter. Alors, de ceux qui, parmi les 240 millions de vidéos vues, ceux qui regardent, qui ont téléchargé ces programmes, hein, eh bien, ce qu'il faut quand même savoir, et c'est intéressant pour la suite, c'est qu'il y a seulement 34% qui ont utilisé ce qu'on appelle la télé connectée. 48% l'ont fait à partir de leur PC et 18% à partir de leur tablette, smartphone ou ce que vous voulez. Ce qui veut dire que bien que la télévision connectée est réelle, et non seulement elle est réelle, mais il y a près de 60% des téléviseurs en France qui sont connectés et qui permettraient de recevoir directement le web et la télévision sur le même écran, et bien ce mode de consommation n'arrive pas en premier. Alors après ça, c'est une opinion, je veux dire, c'est des opinions personnelles qui valent qu'elles valent, partant de ce décalage, c'est que quand le web est sur la télévision, on ne va pas forcément aller sur la télévision pour aller sur Internet. Quand vous avez l'iPad, ou inversement, quand vous avez d'autres outils de consommation, vous n'êtes pas
inciter à le faire. Par ailleurs, les applications fonctionnent beaucoup mieux sur les tablettes, sur les téléphones portables, enfin sur les smartphones, que sur la télé connectée. Et puis il y a peut-être aussi, si vous êtes amateur de jeux, les consoles sont particulièrement performantes. Quand vous passez sur la télévision, un poste de téléviseur, même avec, il y a quand même un décalage et ça marche moins bien. Et enfin, et c'est peut-être là la constatation, je trouve, la plus intéressante, c'est que les programmes télé, en fait, ils ont moins une vie sur la télévision connectée que sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir une double vie d'un programme télé, hein, sur, que ce soit par exemple The Voice, que ce soit des programmes populaires, hein, ou les anges de la télé-réalité, vous avez donc sur Twitter ou sur Facebook, à ce moment, il y a une communauté qui va se former, qui va commenter l'émission et qui va lui donner une autre vie. Alors, il n'y a pas eu de transfert de publicité de la télévision sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas déperdition des investissements publicitaires des chaînes au profit de ces réseaux sociaux. Il n'y a pas non plus, on peut le dire, de superposition de l'audience obtenue en télévision et de celle qui est obtenue sur Internet via les réseaux sociaux. Il peut y avoir une très bonne audience sur les réseaux sociaux. Par exemple, l'émission Secret Story avait bien fonctionné, avait généré énormément de buzz, mais en même temps, elle avait été moins performante qu'avant, même si quand même il y a des millions de téléspectateurs. Donc ça, c'est un phénomène si on met en rapport la télévision et Internet qui s'est réellement développé. Voilà la tendance du moment. Et alors après, comme effectivement dernier thème qui est donné de réflexion, c'est-à-dire dans ce monde où, comme on parlait tout à l'heure, d'écroulement des marges et de multiplication de l'offre et de la nécessité de préserver le modèle ancestral de la télévision, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour survivre? Alors moi, c'est un peu ça. Alors le problème... Vous avez peut-être des idées, moi, de ce qu'il y a... Si vous voulez, après vous viendrez après moi, non, parce que le problème, c'est que... C'est pas un problème, c'est que... C'est juste pour vous faire part de l'expérience que je vis en ce moment, c'est que normalement, la petite télévision dont je m'occupe, qui est une télévision régionale, qui est évidemment maintenant sur tous les réseaux ADSL, puisque c'est une obligation, comme vous le savez, le Moscari de reprendre cette télévision, en même temps qu'il est reçu en hertzien dans le sud-ouest, cette télévision, elle ne devrait pas vivre. Parce qu'avec l'argent dont elle dispose, qui ce sont des contrats d'objectifs et de moyens passés avec les institutions, c'est-à-dire la ville et la communauté urbaine de la région, vous avez un budget qui est 8 fois moins que celui d'une grande télévision. Et néanmoins, on doit les mettre 24 heures sur 24. Bien sûr, il y a des rediffusions, bien sûr, mais ça ne suffit pas, il faut quand même faire un journal de 20 minutes par jour avec ses reportages, etc. Alors ce qui se passe, et ça, je ne sais si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, c'est qu'on assiste, nous, et on en profite, au développement d'une forme de gratuité de ce type de télévision, c'est-à-dire que on réalise un certain nombre de captations de spectacles qui sont financés, en partie financés, nous par un apport de l'industrie et par le CNC, mais qui ne débouchent sur aucune sortie d'argent, d'une part. De l'autre côté, on arrive souvent, pareil, à financer des œuvres de cette façon-là, et puis quand même on s'est permis une petite fenêtre, puisqu'on est sans doute la première télévision locale de France, à pallier un peu la défaillance, c'est très honteux parce que c'est un peu réel, la défaillance de France 3 dans le domaine du documentaire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour un investissement minimum, genre 8 000 € par œuvre, on déclenche, comme vous savez, le mécanisme des aides, ce qui fait qu'on arrive avec des sommes financement, on dit, ah bah oui, parce qu'on en finance quand même 40 par mois. Oui. Et évidemment, bon, alors selon les personnalités de la région, mais ça peut être aussi un portrait du peintre Soulage qu'on est en train de lancer, aussi bien évidemment le centenaire de Jaurès que 14-18 ou qu'un joli documentaire que vous pourriez voir qui s'appelle La Municipale sur une piscine des années 50. Donc ça, c'est un levier qu'on utilise, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour en revenir au début de notre conversation, quand vous avez donc les ressources d'une société de télévision qui sont en baisse,
on arrive, nous c'est évidemment, c'est pas comparable par rapport aux grandes chaînes, mais on arrive à maintenir un petit niveau de production en faisant appel, un peu plus encore que par le passé, aux institutions. C'est-à-dire évidemment les institutions régionales, mais bien évidemment aussi le CNC, qui là-dessus joue un rôle traditionnel et qui n'a rien réellement de novateur. Mais on peut le faire, voilà, c'est tout ce que... alors que d'autres ne le font pas, voilà. Ils ne le font pas parce que c'est peut-être... Alors nous aussi, il y a un gros intérêt, c'est qu'on n'est pas non plus assujetti à la pression de l'audience. Et ce qu'on voyait tout à l'heure, effectivement, quand on parlait de ces télévisions de la TNT, c'est qu'elles sont... elles restent, même si elles, surtout quand elles s'installent, elles ont une pression qui est un peu forte, puisqu'elles ne vivent que de recettes commerciales au démarrage sur l'audience. Voilà. Je pense que c'est ça qui fait encore la différence. Mais il y a vraiment voilà. Il y a vraiment toute une reconsidération à avoir parce que je ne sais pas comment on peut qualifier de ça, c'est peut-être pas forcément un tremblement de terre, mais en fait c'est une mutation radicale qui est quand même très importante parce qu'on va avoir dans un délai très proche, on a déjà eu à 16 chaînes, on peut très bien trouver 25 gratuites. Sur Internet, il y a une offre aussi qui est réelle. C'est vrai que Netflix, la boîtier Apple fonctionne très bien. Si la télé connectée connaît disons, n'a pas suscité l'engouement qu'on attendait, il y a une offre là. Donc, par rapport à ce qui vous intéresse, ce qui nous intéresse, à savoir maintenir cette production audiovisuelle, je pense que ça ne pourra pas se faire sans la multiplication comme ça d'un grand nombre d'initiatives. Voilà. Mais vous m'avez dit que vous aviez une idée. Non, mais concernant la fiction, quand on parle de cette baisse sur les chaînes, les grandes chaînes, est-ce que vous pensez que ce n'est pas dû aussi à un manque de créativité? Je ne parle pas à un manque de talent, parce qu'on entend beaucoup, il n'y a pas de scénariste, il n'y a pas de réalisateur, il n'y a pas de bons producteurs, on entend beaucoup ça, notamment dans les chaînes. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question, alors qu'il y en a développé dans le monde de la BD, en France, dans tous les domaines, du rock'n'roll, du rap, du dessin animé, il y a des talents qui émergent partout. Et moi, je constate qu'on a le plus grand mal sur ces chaînes à faire émerger les talents. Les talents, ils y sont. Pourquoi est-ce qu'ils n'émergent pas? Il y a une question qu'on... Enfin, moi, j'ai une réponse, mais qui me paraît évidente, c'est qu'il y a un défaut chez les diffuseurs. Pour moi, le travail d'un diffuseur, c'est d'être un éditeur, c'est d'être un découvreur de talents. Et j'ai l'impression qu'il y a un énorme défaut de ce côté-là, de ce travail de découverte des talents. C'est un savoir-faire que nos diffuseurs traditionnels n'ont pas, et qui fait que notre fiction, il y a un besoin, les gens, dans tout ce que vous avez dit, je remarque quand même que les gens ont besoin qu'on leur raconte des histoires. Pourtant, ils ont vraiment, c'est ce qui arrive en numéro 1, ils ont besoin de cette fiction, ils ont besoin qu'on leur parle de leur société d'une certaine façon, qu'on ait des regards assez affirmés là-dessus. Et si on fait une comparaison avec les autres pays, il me semble qu'il y a un peu un problème là. Non, mais c'est ce que vous avez dit à la fin. Ils ont vraiment un besoin d'identification et ils ont un besoin d'appropriation. Ce qui veut dire que quand vous allez sur Facebook commenter une émission, ou quand vous allez, même chez nous, aller voir un documentaire qui va s'intéresser, par exemple, à Maggie Marin, parce que c'est une chorégraphe toulousaine, etc., et bien ça participe de la même démarche. Alors je ne sais pas, on ne peut pas instaurer, évidemment, la règle qui voudrait qu'on accepte les bons projets. C'est vrai que tout le monde a vécu des difficultés en se disant, mais ce projet-là, normalement, il aurait dû bénéficier d'une meilleure écoute. Alors est-ce que la question, moi j'en sais rien, peut-être que vous avez des idées là-dessus. Non, la question qui peut être aussi liée, c'est que je ne pense pas qu'il y a toujours, je pense pas qu'il y a un complot, mais il peut y avoir la force de frappe ou la puissance que représentent certaines sociétés de production par rapport aux chaînes et qui inversent le rapport de force et qui font aussi que si vous allez présenter un projet alors que vous ayez contre vous, je ne vais pas vous citer, mais vous voyez les grandes sociétés qui dominent le marché, il est possible que vous ayez le sentiment, c'est peut-être même pas un sentiment, que vous allez avoir plus de mal à faire passer. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'il y a des talents partout en France et je constate que en télévision, ils ont plus de mal à émerger qu'ailleurs.
Pourquoi? Voilà, c'est la question que je pose. Pourquoi? Et en même temps, ce qui est dommage, parce que ces talents existent, et ils n'arrivent pas à émerger, et ce qui est dommage pour les diffuseurs, justement, qui pourraient en bénéficier. Quand on voit toutes les télévisions, quand on voit les télévisions anglaises, quand on entend ce qu'on entend sur la télévision anglaise, nordique et tout ça, il y a des marchés, il y a toute une industrie. J'ai l'impression que c'est aussi un problème politique. C'est-à-dire que la télévision est quelque chose de mineur et qu'il y a vraiment un problème politique. Et vous avez l'impression que c'est moins simple que ça, que c'est moins le cas dans le cinéma, ce qui est possible. Mais non, le cinéma est considéré comme un art. Voilà, c'est tout simple. On dit, ah bah oui, il y a 50 festivals de cinéma, c'est normal. Il y a un 4e ou un 3e festival de télévision qui se craint du mal. Ça sert, il y en a déjà 2 ou 3. Donc la télévision n'est pas... voilà, je pense que le monde politique n'a pas pris la mesure de l'industrie de la télévision et du fait que la télévision, ça peut être aussi un art. C'est en train de devenir, et n'a pas pris non plus la mesure de la demande du public, du besoin éternel qu'a le public quand on raconte des histoires. Et je pense que ce sera à son bénéfice, au bénéfice de tout le monde. D'un seul coup, je prends un point de vue très personnel. Je ne sais pas si ça suscite quoi que ce soit. Moi, j'avais une question un peu concrète au niveau des télévisions. Enfin, en fait, j'en ai 2, mais la première, elle concerne plutôt les grosses télés, mais vous pouvez avoir une idée quand même. D'après vous, pourquoi dans ce moment de grande transformation, pourquoi quand même les cases et les systèmes sont toujours figés en France, le système de passer 2 voire 3 épisodes à la suite d'une série, oui. Pourquoi ces choses ne font pas changer? D'après vous, c'est une idée, une stratégie? Oui, ça c'est une stratégie. Non, je ne suis pas directeur des programmes. Non, c'est que c'est plus facile. Vous avez un programme, vous mettez une série des experts à la suite, et vous avez même remarqué quand ils les diffusent que ils ne font pas de façon chronologique. C'est-à-dire vous pouvez même être déçu en regardant la soirée parce que finalement l'épisode qui suit le premier que vous avez regardé, il est finalement antérieur, il n'y a pas de suite logique, et en même temps, oui, en fait, c'est une pêche par facilité, oui. La raison que je donne, c'est de garder le public, c'est-à-dire si on change au bout de 52 minutes, on met un autre programme, les gens vont aller voir ailleurs. Donc on garde le public le plus longtemps possible. On est le seul pays du monde à avoir ce raisonnement. On est d'ailleurs le seul pays au monde où la fiction est déficitaire, parce que l'économie fait que la pub sur le privé n'arrive pas à payer le coût des... Il y a quand même un problème. C'est aussi parce qu'on publie les audiences sur des soirées, pas sur des reports. Non, mais eux, c'est pour avoir... Le privé, c'est pour dire, si jamais... D'ailleurs, on met pas la pub entre les 2 épisodes, on est au milieu d'un épisode. Donc, c'est vraiment pour garder l'audience le même niveau, parce qu'ils se disent, si jamais on passe ce qu'on faisait de PJ à associé, on va perdre du public, ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas du tout, ça marchait très très bien. France 2 écrasait TF1. Mais ils ont cette idée, et quand on voyage, ce que je viens de faire, dans tous les pays où ça marche, c'est marrant, ça ne fonctionne pas comme ça, et chez eux ça fonctionne, et nous ça ne fonctionne pas. Et Canal+ dit la même chose. Pardon ? Canal+ dit la même chose. Dans un débat à la Société des auteurs, Patrice de la Vallière a dit que s'il passait qu'un 52 minutes par soirée, les gens se barraient au bout de 52 minutes. Oui, mais c'est les gens disent on met des programmes qui se suivent, mais qui sont dans le même créneau, qui visent le même public, mais qui sont différents. Et après, par exemple, le programme, si c'est Avocat associé, qui est en 2e partie de soirée, il y a le public qui est fidélisé, qui viendra à l'heure pour regarder Avocat et associé, même s'il n'a pas regardé la PJ. Mais on est le seul pays où on dit que c'est pas possible, etc. C'est une constatation. Hein. On est le seul pays où la fiction, ça ne marche pas. C'est sur les chaînes gratuites, parce qu'il y a quelquefois sur les chaînes payantes une programmation qui, elle, évidemment, s'inscrit. Oui, c'est ça. Oui, mais par exemple, si je regardais, vous savez, par exemple, quand on a vu la série Boss, il n'y avait pas 3 épisodes forcément à la suite. Il y en avait un autre après qui était dans la même veine, qui s'adressait au même public. Les chaînes comme Série Club, ils diffusent 2 épisodes de suite.
C'est vrai que ça concerne plus les chaînes élitistes qui ne jouent pas cette règle. Oui. On ne publie pas les meilleurs autours de 20h à 21h, c'est un thème, de 21h à 21h. Non, je pense que j'ai un petit rappel à l'ordre pour me dire que... Merci, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Ça soulève pas mal de points de réflexion. Et, C'est moi qui vous remercie. Mais non, vraiment.